Dans ma préparation de concours, j'avais une angoisse. Être la seule de mon groupe de travail à ne pas être admissible. J'ai décidé de commencer ce podcast par un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la gestion de l'échec. Pour recontextualiser, 2e année de Master MEF encadrement éducatif, c'est la première fois que je me présente au concours. J'avais en tête que la probabilité que je loupe le concours était importante. Inconsciemment, je pensais être préparée à cet échec, mais quand le 2 mars, les résultats tombent, j'ai été submergée d'émotions extrêmement négatives à mon égard et je me suis demandé comment j'allais pouvoir remonter la pente. En cherchant à remonter cette pente, pour filer la métaphore, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de contenu pour les conseillers principaux d'éducation. Il manquait selon moi des podcasts. Quand je cherchais des outils de révision, je cherchais des podcasts, je ne trouvais pas forcément d'éléments qui me correspondaient. Du coup, je me suis dit que créer mon propre podcast serait un moyen de réviser des connaissances et des compétences que j'avais acquis au cours de mon master et de pouvoir approfondir certaines notions dans le cadre de la préparation du concours 2024. Aujourd'hui, cet épisode il va être consacré à ma gestion de l'échec et à comment je décide de faire de cette expérience une motivation supplémentaire pour devenir CPE. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, je ne me destinais pas au départ à devenir CPE. C'est-à-dire que je me suis d'abord dirigée vers une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. J'avais pour envie d'améliorer mes compétences et ma rigueur au niveau de mes méthodes de travail. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de pouvoir travailler ça pour ensuite retourner dans un fonctionnement un peu plus classique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une année de CPGE Hippocagne. Et ensuite je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les contenus historiques qui m'étaient dispensés. Et donc j'ai intégré à la rentrée suivante une licence d'histoire en 2e année grâce au jeu des équivalences et des compétences acquises en CPGE, c'est une possibilité qu'on a d'intégrer directement une licence en 2e année. Ces 2 années de licence, ça a été vraiment de la découverte pour moi. J'ai pu m'épanouir dans des activités diverses et variées, dans la réalisation d'un mémoire, pouvoir être confrontée aux sources historiques. Je me suis vraiment découverte un plaisir que je ne pensais pas au départ pour l'histoire. J'adorais l'histoire, mais je ne pensais pas non plus en faire l'objet de ma licence. Et au cours de cette licence, j'ai donc saisi l'opportunité de faire un stage auprès d'un professeur d'histoire-géographie. J'ai pu observer une étroite collaboration entre le CPE de l'établissement et mon tuteur de stage, donc un professeur d'histoire-géographie. Donc une fois ce stage effectué en collège d'éducation prioritaire, j'ai décidé de me renseigner un peu plus sur le métier du conseiller principal d'éducation en allant interroger différents CPE dans le cadre de leur mission, en leur demandant en quoi consistait leur travail et qu'est-ce qui les motivait à le réaliser. Les différentes discussions avec ces acteurs de l'école m'ont permis de comprendre que c'était quelque chose qui m'intéressait et que je souhaitais pouvoir poursuivre mes études dans cette voie. J'ai donc décidé de postuler à la rentrée suivante au master encadrement éducatif de l'INSPE de ma région. Cette candidature a été acceptée du premier coup. J'ai un parcours où je n'ai jamais été confrontée à l'échec. Mon échec au concours, c'est mon premier véritable échec parce que le travail que je fournissais me permettait d'accéder aux missions et aux fonctions que je souhaitais exercer. Le master encadrement éducatif se déroule en 2 ans. C'est un master assez classique qui nécessite la réalisation d'un mémoire pour le valider. Et d'autres évaluations de contrôle continu qui sont très souvent des concours blancs
lors de ma première année, c'était une année consacrée majoritairement à la découverte du système éducatif et de son fonctionnement et des missions du CPE. En fait, la première année, nous sommes partis de nos représentations du métier parce que le master était constitué d'étudiants venant de licences et de formations assez différentes, même si on avait un grand pourcentage d'étudiants venant de licences de sciences de l'éducation. On avait des étudiants en histoire, des étudiants qui avaient déjà fait un master, enfin on avait des profils assez hétérogènes. Donc cette première année, elle nous a permis de pouvoir mettre tout le monde au même niveau afin d'entamer ensuite la préparation réelle du concours avec les apports méthodologiques et les différentes connaissances nécessaires à la préparation du concours. Et en fait, rétrospectivement, je me rends compte que la première année de master nous a permis d'acquérir toutes les connaissances théoriques sur le fonctionnement du système éducatif, ses tenants et ses aboutissants, et de comprendre comment articuler les finalités de l'éducation avec les missions et les compétences du CPE, quand la deuxième année de master a été très pauvre en apport théorique et nous a plus permis de nous exercer, de bachoter en fait véritablement. Toutes les 2 semaines, nous avions un devoir type concours. Ce que j'ai trouvé difficile dans ces années de master encadrement éducatif, c'est que nous avions la préparation du concours et en parallèle, nous devions réaliser des tâches nécessaires à la validation d'un master. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, la réalisation d'un mémoire, la réalisation d'un portfolio, des activités scientifiques où nous étions réellement dans la confrontation à des sources. Et en parallèle, nous avions un stage, donc 2 fois 6 mois, 2 jours par semaine en établissement. Donc en fait, c'était très lourd de pouvoir jongler entre les moments de stage, la préparation d'un mémoire et la préparation d'un portfolio. Le portfolio, c'était un outil qui nous permettait d'articuler nos connaissances scientifiques, historiques et philosophiques sur les questions éducatives et les activités que nous pouvions mener en stage. Donc en fait, ça permettait réellement d'avoir une analyse réflexive de notre activité, ce qui est pertinent dans le cadre de notre amélioration continue pour notre professionnalité de CPE. Mais dans le cadre de la préparation du concours, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu précoce, mais c'est la réforme du master qui induit ces changements, parce que initialement, quand il était possible d'obtenir le master en première année de master MEF encadrement éducatif, les étudiants faisaient ce travail de mémoire et ce travail d'analyse réflexive de leur activité une fois le concours obtenu lors de leur année de stagiairisation. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en établissement, nous avons très peu de responsabilités. Nous sommes en stage qui s'intitule stage d'observation et de pratique accompagnée, mais très souvent nous ne sommes pas à l'initiative des activités que nous impulsons, mais ce sont plus nos tuteurs qui nous guident sur des activités à mener, des activités qui se rapportent davantage à de l'animation socio-éducative qu'à des activités autour de la politique éducative de l'établissement, et des activités de cadre A, mais plus des activités d'animateurs socio-éducatifs. Donc c'est vrai que ces stages sont intéressants parce qu'ils nous permettent d'observer des fonctionnements du système éducatif que l'on a travaillé et qui parfois, illustrés en établissement, nous permettent de comprendre les points positifs et les points négatifs, comme par exemple la mise en œuvre des dispositifs et plein d'autres encore. Dans le cadre de mon master, j'étais une étudiante qui réussissait plutôt bien les exercices académiques.
Donc au vu de ces résultats, j'envisageais les écrits avec sérénité, dans le sens où j'avais l'impression de m'être emparée de la méthodologie qui m'était proposée par mes professeurs et que je l'avais plutôt comprise. Cependant, il s'avère qu'au concours, j'ai eu 9 à la composition et 7 et quelques à l'ASE. Donc pour l'instant, je suis encore dans l'attente de mes copies pour pouvoir analyser et comprendre ce qui n'a pas marché. Il faut avoir en tête que les sujets, que ce soit de l'EDD pour la composition ou de l'internat du XXIe siècle pour l'ASE, ce n'étaient pas des sujets que j'avais considérés comme étant majeurs dans ma préparation de concours. Une fois l'émotion passée, ce qui m'inquiétait, c'est que pendant 2 années, j'ai été encadrée par des enseignants au sein de l'INSPE, donc c'est une préparation franchement très confortable, c'est-à-dire qu'on a des enseignants qui nous corrigent, on est accompagné, si on veut poser des questions, on peut le faire, on a la possibilité d'avoir des ressources vraiment nombreuses. Et je me suis dit, tu es actuellement en master à l'INSPE, tu n'as pas réussi à obtenir le concours, comment tu vas pouvoir le faire en étant livré à toi-même, en organisant toi-même ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? T'auras plus personne avec qui discuter, parce que même au sein de l'INSPE, nous avions un groupe de travail plutôt positif, nous pouvions discuter des questions qui nous posaient problème, et c'était vraiment quelque chose de positif pour moi. Je me suis dit, comment je vais faire? Donc là, j'ai eu une période un petit peu hystérique, où je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à postuler dans l'ensemble des établissements de ma région en proposant ma candidature à des postes d'assistant d'éducation. J'ai également fait ma candidature pour être CPE contractuel. Mais ça, avec le recul, j'ai peur que cette candidature en tant que CPE contractuel m'enferme dans un fonctionnement et que ça me pénalise pour le concours. Donc dans un premier temps, je préfère rester dans des missions et des fonctions d'AED. Donc une fois mes candidatures envoyées, j'ai également payé la formation CNED. Donc moi j'ai fait le choix de prendre la formation pour le concours externe renforcé. Je me suis dit que c'était un moyen de pouvoir avoir des éléments peut-être nouveaux. Quand j'ai feuilleté les cours disponibles sur l'ENT du CNED, je me suis rendu compte que il y avait énormément d'informations. Et je ne sais pas si finalement c'est réellement une plus-value. Je me suis également fait une petite bibliothèque avec les livres que j'avais bien aimés dans le cadre de ma préparation concours et que j'utilisais et que j'empruntais à la bibliothèque de l'INSPE. J'ai donc acheté le Dunod préparation concours CPE, qui je trouve est un support pour avoir un état des lieux des tensions sur les différents sujets du concours, et qui est un outil pour problématiser, mais c'est pas une fin en soi. Je le trouve un petit peu léger sur certaines questions. J'ai également investi dans l'ouvrage Carrefour de l'éducation sur les conseillers principaux d'éducation. Donc cet ouvrage, il reprend thématiquement les différents aspects du métier du CPE, et il cite pas mal de scientifiques qui ont travaillé sur les questions qu'il exploite, et je trouve ça intéressant de pouvoir l'avoir pour nourrir notamment des dissertations avec les notions justement du CPE. J'ai également investi dans le livre de Jean-Paul Delahaye, Les conseillers principaux d'éducation. Alors lui, c'est un ouvrage que je trouve très intéressant et que je qualifierais même de Bible dans le cadre de la préparation du concours, parce que il propose notamment d'aborder des thématiques
dans le cadre des oraux par exemple, qui sont intéressantes, comme le CPE chef de service, le CPE pédagogue. En fait, ils proposent des approfondissements à ces questions qui sont des questions de positionnement professionnel dans lequel il faut avoir une réponse et ça aide à argumenter et à construire notre réponse. Ensuite, j'ai également investi dans 2 ouvrages de Jean-Pierre Aubin, donc Fin situation réelle de vie scolaire et Les religions, l'État et la laïcité. Je pense que c'est des ouvrages qui sont intéressants pour analyser des situations éducatives, mais ils sont très complets et ça ne reprend pas forcément la méthodologie du concours. Seulement, ça nous aide dans la création d'un modèle d'analyse. Donc c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus approfondi que ce que nous, on nous demande de faire dans les oraux, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, j'ai également investi dans un ouvrage sur l'histoire des politiques éducatives en France. Ça, c'est plus pour l'aspect historique. Je l'ai feuilleté, il est assez intéressant, il reprend les textes de loi et les évolutions que cela a sur l'école et la professionnalité de chacun. Comment j'envisage la suite ? Comment j'ai fait pour passer à autre chose après la grosse désillusion des résultats ? Il faut savoir que ça n'a vraiment pas été facile parce que, comme j'ai dit, je suis à l'INSPE et même si je ne suis pas admissible, la préparation des oraux constitue des éléments de mon contrôle continu. Donc, sur la période là, de mars jusqu'à début juin, je suis constamment en situation, je dois m'investir dans la préparation des oraux alors que je n'y vais pas. Et en fait, c'était comme si je remuais le couteau dans la plaie en me rappelant que je n'étais pas admissible et que je préparais les oraux pour l'année prochaine si jamais j'étais admissible. Donc au départ, c'était difficile et après, je me suis dit que de toute façon, c'était pertinent de pouvoir avoir une première expérience avec les oraux, que c'était une chance de pouvoir faire des oraux assez régulièrement, d'approfondir certaines thématiques et de me rendre compte qu'il y avait des thématiques sur lesquelles j'étais pas forcément à l'aise et d'autres sur lesquelles j'étais très à l'aise. Donc connaître ses forces et ses faiblesses, ça m'a permis d'avancer. Et je suis partie d'un principe, je me suis dit ok, là tu n'es pas admissible, mais tu vas faire comme si tu étais admissible. C'est-à-dire que je me suis mis dans une position d'une personne qui préparait les oraux. Comme ça, je garde le rythme de la préparation des oraux et tout le travail que je fais maintenant, je sais qu'il me sert évidemment dans le cadre de la préparation des écrits, notamment de l'ASE, parce qu'il y a plein d'éléments que je me rends compte maintenant au moment des oraux que je n'avais pas forcément assimilés, comme les notions d'APS ou les équipes mobiles de sécurité, comment mettre en place un projet, la démarche de projet, etc. Ça, c'était des éléments qu'il fallait que je retravaille. Et cette préparation aux oraux, ça m'aide. Je valide des compétences. Ça permet également de me redonner confiance en moi. Parce que au moment des résultats, ma confiance en moi était descendue au plus bas. J'avais l'impression d'être la pire personne du monde. Je n'arrivais plus à écrire rien du tout, je me sentais incompétente, c'était pas facile, mais je pense qu'il faut se laisser le temps d'accepter. C'est-à-dire qu'il faut savoir dissocier sa réussite ou son échec au concours avec la personne que l'on est. C'est-à-dire que moi, désormais, je le sais et je l'affirme, mon échec au concours n'a rien à voir avec le travail que j'ai fourni tout au long de ces 2 ans de master et ma réussite au master, mon master que je vais obtenir avec mention bien. Donc c'est ça que j'essaye de promouvoir en fait. Je sais que c'est dur, mais il faut pas se comparer aux autres. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un concours, donc c'est un jour, on évalue sur un moment donné votre capacité à être meilleur que les autres sur un exercice. Et oui, parfois c'est injuste, mais il faut passer ce moment de l'émotion pour
pouvoir comprendre ce qui n'a pas marché et se relever. Et selon moi, je dirais même que les échecs, ça fait de nous des meilleures personnes. Si on prend mon exemple, moi je n'avais jamais été confrontée jusqu'alors à l'échec. Et pouvoir être confrontée à cet échec, je me rends compte de ce que peuvent ressentir certains élèves quand ils sont confrontés à des échecs, quand ils sont confrontés à des refus, la difficulté que c'est d'affronter les choses, qu'il faut du temps. Et je pense que ça fait de moi une meilleure personne et que ça fera de moi peut-être une meilleure CPE, parce que j'aurai en tête que... Et voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère que ça aura pu vous aider. À très bientôt sur le podcast.